Bonjour, chers auditrices, auditeurs. Nous intervenons, comme vous le savez, tous les lundis à 20h, mais les événements en cours nous obligent à intervenir plus tôt que d'habitude. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui, d'accueillir des éminentes personnes, en la personne du vice-président Mehdi Msaïdié, comme vous le saviez, un des candidats malheureux à la récente présidence. Il est entouré par Madame Faiza Assoulé, dont je n'ai vraiment pas besoin de vous la présenter. C'est quelqu'un qui excelle dans les médias de façon exemplaire. Donc, voilà l'objet. Donc, nous avons invité M. Msaïdié pour justement commenter l'actualité du moment, après sa défaite, suivi de sa retraite de 3 mois. La tradition oblige que les hommes politiques agissent après 100 jours d'observation. Et voilà l'objet de notre... je vais donc donner la parole à Madame Faiza Assoulé d'intervenir la première. Je vous en prie. Merci Daoud. Bonjour à tous. Je vais poser une question plus ou moins bateau, qui nous permettra par la suite, on pourra réagir en fonction des réponses que donnera M. Mehdi Msaïdié. Moi, comme on est aujourd'hui là pour parler du bilan des 100 jours, je vous poserai une question toute simple. Comment jugez-vous les premiers pas du nouveau pouvoir? Merci de m'avoir invité sur le plateau de Haïba FM. Comme vous le savez très bien que tout pouvoir issu des urnes dispose d'une centaine de jours pour qu'on évalue les premières mesures que ce pouvoir prend. Bon, effectivement, dans la plupart des pays, les 100 jours servent à prendre des mesures, penser, réfléchir, pour que justement les uns et les autres puissent voir clairement et nettement le cap que prend le pays à partir des résultats, à partir de l'investiture du nouveau président. Malheureusement, si je ne m'abuse pas, vous-même au niveau d'Aloatoine, je ne parle pas de BFM, au niveau d'Aloatoine, vous en avez recensé 8, lesquelles mesures sont d'une manière générale, constituent une continuité par rapport à l'action du gouvernement passé, tout, sauf peut-être une seule mesure, pas peut-être, mais c'est la baisse du prix du carburant, il faut le reconnaître. C'est la mesure qui était nouvelle, mais tous les autres étaient là, en chantier, etc. Donc pour ce qui est du carburant, je voudrais tout simplement ajouter que c'est effectivement une bonne mesure. Malheureusement, la baisse a été très faible, puisqu'il s'agissait de 50 francs seulement. Et si on regarde le niveau du trafic routier maintenant dans les grandes agglomérations, on sait très bien que ces 50 francs, on les perd tout de suite. Et ensuite, si on lit ça avec la crise énergétique récurrente, sur le plan des entreprises, ou du moins celles qui continuent à utiliser le Mamoué, ça n'a rien à apporter. Le geste est bon, mais pour le moment, il est difficile d'en évaluer l'impact réel sur l'économie du pays. Je suis obligé de vous contredire, monsieur le ministre. Il est vrai qu'il y a eu une baisse de 50 francs pour l'essence, mais pour le gazole, qui est le produit pétrolier le plus utilisé, c'est de 100 francs. De 100 100 francs. La baisse est de 100 francs pour le gazole et le pétrole lampant, je crois. Oui, même cela, mais encore une fois, je reviens que cela devrait se sentir, certes, le gasoil, il est le plus utilisé, mais je dis que le niveau de trafic routier, je dis également que par rapport à la crise de la Mamoué, l'impact est difficile à évaluer. Ça, il faut que ce soit le gasoil ou l'essence. Maintenant, pour ce qui est
du pétrole lampant, c'est clair que c'est toujours une bonne chose de baisser le prix du pétrole lampant pour les ménages, mais aussi surtout pour préserver l'environnement, puisque ça éloigne les gens d'aller chercher des fagots, etc. Mais moi, je voudrais abonder dans le sens, pour être un peu plus précis. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, avant, puisque vous estimez que c'est une bonne mesure, la question n'est pas là de dire pourquoi vous ne l'avez pas fait. La question, c'est d'évaluer les 100 mesures qu'était censé prendre l'actuel gouvernement. On n'est pas là pour évaluer, je ne sais pas, si vous voulez, on fasse un bilan de l'autre gouvernement. Nous allons en revenir, nous allons en revenir pas, justement. Mais c'est par rapport à ce qui a été posé. Et effectivement, moi je suis d'accord avec vous, clairement et nettement, qu'on aurait pu baisser. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une bonne mesure. Si j'ai dit que c'est une bonne mesure, c'est que je sais que effectivement on aurait pu baisser le prix du carburant depuis au moins 3, 4, 5 ans. Ça c'est vrai? Monsieur le ministre, alors je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu Al-Watan et qui ne savent pas de quelle mesure vous parliez. Nous parlions aussi. Donc vous dites qu'à part la mesure relative à la baisse du prix du produit pétrolier... Pour ce qui est du Hajj, ce sont des discussions qu'il y avait antérieurement avec les autorités saoudiennes. Pour ce qui est de nouveaux groupes électrogènes attendus ici, le monsieur était déjà là, il avait discuté avec les autorités, il avait déjà discuté avec la Mamoué, avec la direction de la Mamoué. Il y avait des divergences, d'abord sur ce qu'ils appellent les tours minutes pour les groupes, pour justement des économies de carburant. Il y avait probablement aussi des questions de la part du gouvernement sur la surface financière du monsieur, pour justement être sûr que c'est un projet qui est bancable immédiatement. Mais le projet était là. Il était là. Mais en ce cas, vous qui avez sorti il y a quelques jours une déclaration commune, la coalition des partis d'opposition, vous avez sorti une déclaration commune, vous avez fait beaucoup de littérature, on n'avait pas parlé de Est-ce que dans une première déclaration, on est obligé de tout dire? On a le temps, nous on a accepté, on a accepté. Bon, mais là, maintenant, on commence. Je suis venu aujourd'hui ici. Avant-hier, c'était à l'ORTC, M. Mouni Baraka. Après-demain, ce sera autre. Il y a des choses qu'on va certainement évoquer avec vous, les journalistes, avec la population. Mais on est dans une alternance démocratique qui vient de commencer. On ne va pas traiter. On traitera en fonction des sujets. Si, par exemple, vous voulez qu'on parle de l'énergie, je vous dirai qu'est-ce qui a été fait, tout en vous faisant rappeler que l'homme Seydié là qui est avec vous, il a eu en tout et pour tout 8 mois d'existence ministérielle. Mais le reste, les 4 autres mois, c'était pour la campagne électorale. Oui, donc, mais ça je l'ai dit, mais non, mais oui, mais c'est-à-dire on ne va pas scinder le bilan de l'ancien régime en deux, dire qu'il fallait la partie où vous étiez et la partie où vous endossez la responsabilité de la gestion passée. On est bien d'accord. Comme je ne suis pas lâche, j'endosse, puisque j'ai accepté d'être vice-président. Moi, je ne suis pas un lâche pour dire que je touche ça, je ne touche pas ceci. Étant entendu qu'il y a eu des choses que j'ai dû condamner avant de rejoindre ce gouvernement. Bon, maintenant, ça doit être clair. Moi, donc, quand je dis que tout ce qu'il y a pour les 100 jours, bon, pour le moment, nous manquons de visibilité sur ce qui doit être fait, sur ce qui doit être le moteur pour le développement socio-économique du pays. C'est ça. Parce que on n'a rien vu, pas moi, mais je pense que beaucoup d'entre nous, on n'a rien vu jusqu'à maintenant. C'était un avis partagé par beaucoup de gens. Maintenant, mais avant de passer la parole à mon ami Elhad qui vient de rejoindre, qui est le directeur de la Gazette, merci pour ta présence. Mais vous parliez tout à l'heure d'opposition. Nous, on s'interrogeait, justement, si vous alliez passer dans l'opposition ou pas, votre parti, je vais dire, parce que connaissant les relations, la longue vie que vous avez eue avec ce nouveau pouvoir, on se doutait un peu, que va-t-il faire? Maintenant, c'est l'occasion de répondre à cette interrogation. Est-ce que vous soutiez dans l'opposition? Est-ce qu'on peut considérer comme ça lié et dans l'opposition? Ravi à assumer
la vice-présidence au niveau de la candidature de M. Mohamed Ali Soali. Et cette candidature a été battue aux élections. A été battue par l'actuel président, M. Azali Assoumani. Que vous connaissez très bien d'ailleurs. Bien sûr que je connais très bien. Bien sûr. On a travaillé ensemble pendant 4 ans. J'étais son ministre pendant 4 ans. On a travaillé ensemble pendant 9 ans, pendant 8 ans, dans le cadre de la CRC et dans l'opposition. Vous ne me verrez pas vous dire ici qu'en 100 jours, en tant que parti, on a déjà rejoint notre camp. D'ailleurs, qui vous dit que ce camp a besoin de nous? Moi, je voudrais. Alors, moi, je réagirais justement, puisque même si je estime que Daoud, on aurait pu passer plus de temps par rapport aux réalisations, mais bon, ce n'est pas grave. Non, mais on peut y revenir. Non, il y a pas de... non, on peut y revenir. Hein. Non, je vais réagir un peu sur ce que vient de dire M. Msaïd. Il y a des observateurs qui disent qu'avec la scission donc, entre le Rabi et la CRC, les têtes pensantes donc, de la CRC, on rejoint le Rabi. On dit aujourd'hui que le parti au pouvoir manque de personnes capables de mener une politique n'attendez pas de moi de porter des jugements sur les personnes qui dirigent la CRC. Mais si on vous tendait la main aujourd'hui, si Azali vous tendait la main, quelle serait votre réaction? Écoutez, pour le moment, et dans le respect de la démocratie, le président était élu, il est là avec son programme, avec son parti, avec ses alliés, ses partenaires. Mais vous n'avez pas répondu à la question là. Vous n'avez pas répondu à la question de Faiza. Pourquoi si on fait appel à vous aujourd'hui, est-ce que vous êtes disposé? Comment voulez-vous que je vous dise que j'irai alors qu'on n'a pas fait appel ou je n'irai pas? Et non, ça, mais dans l'éventualité. On a été battu aux élections. Non, là vous tournez autour de la question. Non, je ne tourne pas. Si, parce que moi je vais être encore un peu plus précis. On sait que vous avez fait plusieurs années avec Azali. Vous étiez d'ailleurs le numéro 2 de la CRC, de la défunte CRC, si j'ose dire. Non, de feinte. Non, mais je vais dire, non, vous me comprenez, la celle, voilà, avant scission, on va dire. Et en fait, quand on voit les raisons de votre divorce, si j'ose parler ainsi, les raisons ne sont pas idéologiques, voire politiques. Elles étaient d'ordre personnel ou d'ambition personnelle. Donc, c'est dire... Quand vous me laisserez terminer ma question, vous la répondrez aisément parce que vous aurez eu mon raisonnement complètement. Ok, si donc, vous voulez pas. Je vais dire maintenant, comme il n'y a pas eu, et c'est justement pour être un peu complémentaire avec la question de Faiza, compte tenu du fait qu'il n'y a pas eu divergence, mais des divergences personnelles, le projet politique du CRC et du RASI reste le même, parce que, est-ce que si demain on vous appelle, vous y allez ou pas? On n'a pas eu une rupture à cause des ambitions personnelles. Je suis désolé. Tout le monde sait ici qu'on a évoqué le principe des primaires. Donc c'est un principe démocratique qui nous a divisés. Ça n'a rien à voir avec des ambitions personnelles. Parce que si on s'était mis d'accord sur les primaires, même, parce que les primaires, c'est que chacun a sa manière de voir pour les primaires, et que la décision était de faire... Mais la primaire est passée maintenant. Mais je dois m'expliquer puisque tu poses une question. Il devrait que ce soit le président Azali, maintenant aurait été lui. Tout le monde aurait plié, il y aurait rien d'autre. Primaire au sein du Rabi? Est-ce qu'il y a eu des primaires? Il y a eu des primaires au sein du Rabi? Msaïd, là vous venez de dire qu'il n'y a pas de visibilité dans l'action de l'actuel gouvernement. Pour le moment. Pour le moment, après les 100 jours. Mais j'aimerais aussi poser la question, est-ce que ça ne serait pas aussi la même chose au niveau de l'opposition? Parce qu'on ne voit pas une visibilité non plus du côté de l'opposition. Est-ce que là vous parlez en tant que leader de cette opposition-là? Je ne m'attribue aucun titre ici. Je suis là. Vous m'avez invité très bien. Merci. Je vous remercie. En tant qu'ancien candidat aux élections présidentielles. Mais quand vous signez, mais quand vous sortez... Battu. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais quand vous sortez une déclaration commune et que vous parlez de l'opposition... Je peux vous répondre très facilement. Oui. Nous avons commencé à nous rencontrer
nous allons continuer à nous organiser, d'autant plus qu'il faudrait que les uns et les autres n'oublient pas qu'il y a une loi qui va entrer en vigueur en 2017 où il y a 4 critères, 4 ou 3 critères, si je ne m'abuse pas, vont entrer en jeu. Un parti politique doit répondre, et non pas d'une manière cumulative, à 3 critères. 1, avoir 4 députés, un dans chaque île, ce qui suppose que ce soit aussi Mayotte. 2, avoir au moins 2 conseillers dans chaque conseil des îles. 3, avoir au moins 5%. Donc, nous, en tant que parti politique, RAV, nous, d'abord, nous étudions cette histoire. Est-ce que nous sommes parti politique ? Nous allons demeurer parti politique dans ce en cas-là, 2017. Est-ce qu'il ne faut pas se regrouper avec d'autres partis justement pour répondre à cette exigence légale et pour aller plus loin, nous avons commencé à nous voir ici. Probablement lundi prochain, on ira en juin encore. Oui. Donc, pour dire que quand même, en 100 jours, vous voulez que l'opposition ou les partis... Mais en poussant le raisonnement à l'absurde, en poussant le raisonnement à l'absurde, arrivé en janvier 2017, supposons qu'on arrive justement à exiger de ces partis qu'ils remplissent ces critères-là. Pour le moment, dans ce cas-là, précis, il n'y aurait que 2 ou 3 partis qui seraient capables d'aligner. 3. Non, je suis d'accord avec vous. Ça serait peut-être le Djoua, l'UPDC. Même le Djoua, non. Le Djoua, non, désolé. Ah bon? Il n'y aurait que la CRC par le 5%. Le RDC par... Le Djoua a eu 5% aussi, plus de 5% aux dernières élections présidentielles. Le Djoua a eu 5%. Le Djoua, oui. Il a eu comment? Non, mais 5% au niveau national. Ce n'est pas au niveau de la primaire. C'est pas au niveau de la primaire. Non, parce que Ridja aussi a eu 7%. Donc Ridja... Non. Il y aurait 3 partis. UPDC, RDC et CRC. Seul l'UPDC répond à 2 critères. Le critère de 5% et le critère de 2 conseillers par île. Seul. Mais tous les autres doivent se poser des questions. Bon, moi-même, je me pose des questions au sein de Ravi. Attendez. Parce que Ravi, nous, à la Cour constitutionnelle, on a déposé, j'ai rempli un dossier, comme tout le monde, et dans ce dossier, j'ai bien dit que je suis du parti Ravi. Et on est allé aux élections. Est-ce que j'ai droit, moi aussi, aux 39% ou pas, en tant que parti Ravi? Ça, c'est une question que nous allons poser aux juristes. Mais tel que c'est aujourd'hui, il n'y a que 3 partis qui peuvent prétendre exister à partir de l'année prochaine. Moi, j'ai eu à lire cette loi. De vous à moi, il n'y a eu aucune restriction. C'est-à-dire, pour les partis qui existaient, donc qui auraient recueilli ces suffrages, ou en tout cas les députés ou les conseillers des îles, c'est simple. Maintenant, rien dans cette loi n'interdit la création d'un parti politique. Non, pas du tout. Ouais, donc, justement. C'est ce que je suis en train de dire, que, étant donné qu'il y a cette interrogation légitime, réelle, nous, on se voit entre partis politiques pour voir comment répondre à cela. Donc, peut-être on va aller vers des regroupements, puisque c'est prévu par la loi. Peut-être certains vont aller dans des fusions, puisque c'est possible aussi, pour que justement... Je crois que pour les partis politiques, c'est un enjeu très important, tout en continuant à suivre ce que le gouvernement fait. Vous conviendrez avec moi que nous traversons parfois des moments de transhumance où certains dirigeants ou militants de partis politiques quittent leurs formations respectives pour aller dans d'autres partis politiques. Ils changent carrément de camp. Il suffit par exemple de voir dans quelle position se trouvent aujourd'hui certains députés, certains élus qui étaient dans la mouvance le candidat Mohamed Ali Soali et qui aujourd'hui se réclament de la majorité de la nouvelle majorité présidentielle. Si vous croyez un peu à ce que je vous dis non. En tout cas, pour ce qui est de la grande commune, les députés qui ont soutenu la mouvance dirigée par Mohamed Ali Soali, ils sont là à l'unanimité. Aucun n'a fait défection. Je dis bien clairement et nettement. Aucun.
Ok. Alors, Maintenant, il peut y avoir peut-être qui sont en train d'être résolus, peut-être des problèmes par rapport à Moueli. Mais c'est justement, c'est c'est justement l'objet des rencontres que nous faisons. Faïza, je pense que tu veux prendre la parole. Que nous faisons pour justement mettre sur le rail un véritable regroupement qui permettra de voir clair par rapport Faïza. Oui, alors moi je voulais, toujours dans le sens de ce débat-là qui s'est posé, je me rappelle que lors de la conférence de presse de Mouroua, au cours de laquelle il a annoncé justement son soutien à Mohamed Ali Soalihi, il avait dit que l'un de ses rêves ou l'un de ses vœux serait justement que cette coalition-là forme un seul parti politique. Ce que vous êtes en train... Je partage cette idée. Voilà, en train de... Oui, mais ça c'était avant les, élections. Je continue à dire que je partage. Mais je n'ai pas fini, monsieur le ministre. Donc, il y a, je pense, une semaine, 10 jours, si je ne me trompe pas, j'ai appris que l'ancien gouverneur de l'île d'Anjouan avait créé un parti. C'est un des ténors de l'UPDC. Il a créé un parti qui s'appellerait Soma. Il ne l'a pas créé. En fait, aux élections législatives des conseils des îles et des communes de 2015, ce groupement-là existait. Il n'était pas connu alors. Oui, mais existait, ça portait même le nom de leur candidat aux élections, tout en ayant une alliance avec l'UPDC. Et justement, ce groupement-là fait partie des groupements où on s'assoit ensemble pour voir ce que nous allons pouvoir faire, si on va se regrouper ou si on va fusionner. Mais je crois qu'effectivement, l'objectif fixé par le Mouroua reste d'actualité, puisque c'est aussi le vœu de beaucoup de Comoriens. Est-ce que le vœu... Vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que tous les partis qui s'étaient coalisés avec Mohamed Ali Soalihi sont toujours ensemble, partis et personnalités politiques? Je ne suis pas venu là pour répondre à leur place. Mais je constate tout simplement... mais je constate tout simplement qu'il y a eu une déclaration qui les engage, aucun n'a démenti. C'est tout. La déclaration que nous avons reçue à l'Ouatton n'était pas signée, donc c'était compliqué. Oui, mais on s'était mis d'accord qu'on ne signe pas, on fait comme ça, que c'est la coalition autour de Mohamed Ali Soalihi et de personne n'a démenti. Et les réunions continuent. Bon, moi, il m'arrive justement à l'intérieur du débat, je vous pose la question, parce que l'ancienne majorité, ou l'actuelle majorité parlementaire d'ailleurs, dont vous faites partie avec la CRC, n'est-ce pas? Oui. Bon, alors, je voudrais savoir dans cette cacophonie, comment vous formez une majorité parlementaire à l'Assemblée avec la CRC, d'accord? Oui. Jusqu'à maintenant. Oui. Là, vous ne faites pas partie de la majorité présidentielle. Non. Alors, comment puise sa légalité, le président, si vous n'êtes pas solidaire avec lui? Écoutez, là, vous posez un problème d'alliance parlementaire de fonctionnement de la législature, où effectivement l'Assemblée est éclatée, il y avait une majorité, on va discuter. Oui. Elle a changé de camp. Non, la majorité présidentielle. Non, parlementaire. Oui, il n'y a eu aucun démenti de vous avez titré, mais vous avez eu tort. Comment nous avons eu tort alors qu'elle s'est exprimée publiquement? Moi, j'ai eu la chance d'avoir fait un papier dans ce sens-là. Après avoir discuté avec le président de l'Assemblée. Et il n'y a pas eu de démenti. Mais non, écoutez-la, c'est qu'elle a discuté avec... Non, mais en fait, dans mon papier, il y a 3 versions différentes. Il y a une version que j'avais recueillie auprès du député de Hahaya, M. Hassan Mouri. Une autre avec Tosha Djouar. Et la dernière, c'était avec le président de l'Assemblée, qui est Abdou Ousseini. Alors lui estimait que c'était la même majorité, qu'il n'y avait eu aucun souci, qu'il n'y avait eu aucune défection. Le Djouab, en revanche, disait que eux, ils avaient, sans citer de nom, avaient le soutien de certains députés qui étaient issus... Non, là, je voudrais revenir. De l'ancienne majorité. Je voudrais revenir. Il y a un débat de fond à l'Assemblée concernant l'organisation du bureau de l'Assemblée. C'est-à-dire... Avant, chaque année, on renouvelait le bureau de l'Assemblée. Maintenant, dans les textes, ce n'est pas clair qu'il faut renouveler chaque année. Donc, il y a des députés qui veulent qu'on renouvelle le bureau de l'Assemblée. Et il y a certains qui y sont et qui ne veulent pas quitter les postes
qu'ils occupent. Moi, et c'est ça le véritable débat qu'il y a. Monsieur le ministre, c'est pas... Monsieur le ministre, voilà, exactement. Ouais, et ça monsieur le n'a ministre, rien à voir. Attendez. Pour les deux députés de la C'est important, CRC, ils ne sont pas du même bord. Voilà. Mouhadji et Voilà, Mandela exactement. ne sont pas du même bord. Et il ne faut pas confondre majorité présidentielle et les débats à l'intérieur des députés qui veulent justement évincer certains d'entre eux du bureau. Et ça n'a rien à voir avec la politique. Les deux députés CRC qui ont quitté cette majorité parlementaire en rejoignant l'autre camp. Ils n'ont pas rejoint. Ils se sont... semble être toujours avec c'est l'ancienne ou l'actuelle. Écoutez, non, mais il y a le député Mouhadji, il y a eu celui qui était indépendant. Là, je vous invite, l'ancien directeur à aller mieux vous informer du problème de fond. Le problème de fond n'est pas pour le moment un positionnement politique. Il est par rapport au bureau. Monsieur le ministre, moi je vais poser une question, mais d'une autre façon. Demain, il vous arrive un texte à l'Assemblée. Est-ce que vous votez, étant donné que vous êtes dans la même majorité, officiellement elle est toujours là, est-ce que vous allez voter les lois avec la CRC ou non? Cela dépend des projets qui seront déposés, bien sûr. Cela dépend, y compris les deux. Mais vous savez, mon cher ami, que parfois des députés qui appartiennent à une majorité refusent de voter une loi. Donc la question n'est pas là. La question n'est pas là. Mais je vous dis qu'on s'est mis d'accord, parce que ça a été le cas aussi. Lorsque nous étions au pouvoir, que si la loi a une portée nationale et qu'elle ne devrait pas... qu'elle a une portée nationale, les députés peuvent... Autrement dit, aujourd'hui, la configuration de notre Assemblée, il n'y a pas d'opposants. On est bien d'accord. Si, il y en a. Mais si, puisque le Djoua qui fut opposant. Vous me posez la question si vous ne voulez pas m'écouter. Oui, vas-y. Je sais ce que j'ai dit. D'ailleurs, cette réponse m'avait choqué. Je vais vous lire l'un des propos donc, du président de l'Assemblée qui a dit, c'était la conclusion de mon papier, qui avait dit il y a 33 députés pour faire voter les lois de la République, quel que soit leur camp. Quel est donc l'intérêt de bousculer une institution, faire en sorte qu'il y ait une instabilité juste pour avoir une majorité au lieu d'avoir la totalité des élus? Je me suis posé des questions quand il m'a donné cette réponse. Il a expliqué que quel que soit le camp, je pense que c'était dû aussi à l'absence d'idéologie. Mais ce propos, Faiza, il ne dit pas qu'ils vont voter. Non, il ne dit pas qu'ils vont voter. Il a dit. Si tu veux, non, mais qu'ils vont voter. Je dois vous dire que là, il s'agit d'abord du budget. Nous savons très bien qu'il s'agit du budget. Mais que le budget, il est déjà d'abord discuté en commission, où tout le monde presque est là, où on se met d'accord avec les accommodements qu'il faut. Et puis après... Bon, mais moi, je précise parce que je suis au courant. Bon, on va faire une bonne transition en parlant du budget, justement, parce que c'était justement un de vos vœux. Voilà, concernant le budget, un vœu quand même de vos préoccupations du moment, puisque là, vous parlez du budget. Donc, sans transition, on va dire, on va aller là, au budget. Oui. Alors, le gouvernement annonce 100 milliards. Il veut dépasser de 40 milliards à 100 milliards, de 43 milliards à 100 milliards. Or, que l'année dernière, si ma mémoire est bonne, vous aviez voulu l'augmenter à 50, vous avez heurté l'opposition du FMI. Bon, comment vous allez de 43 à passer à 100, Est-ce que vous avez... Oui, j'ai entendu ça, et bien sûr, je ne peux qu'être heureux si effectivement on peut réunir 100 milliards de recettes dans le pays pour financer notre budget. Mais étant tous comoriens, nous savons tous que si nous plantons 100 bananiers, c'est pour avoir 100 bananes. Ce n'est pas pour avoir 200 ou 300. Et nous avons donc les mêmes personnes qui payent les mêmes impôts, qui vont payer les mêmes impôts pour le prochain exercice budgétaire, les mêmes impôts, qui vont payer les mêmes taxes, ce sont les mêmes institutions et les mêmes personnes aussi qui vont payer. Donc effectivement, il va falloir nous dire comment on va pouvoir avoir 100 milliards de budget pour 2016-2017. Ça, c'est bien sûr, il va falloir nous le dire. Parce que, bon, effectivement, il y a des recettes ordinaires. On sera heureux si on arrive effectivement à avoir un budget de 50 milliards avec les recettes ordinaires. Maintenant, s'il y a des recettes extraordinaires,
genre stointé. Donc 5000 à peu près, je fais le calcul comme ça dans ma tête, qu'on va octroyer pendant cet exercice budgétaire. 5000 citoyens, on va leur donner à raison de 4000 euros. Mais ces volets-là ne sont jamais budgétisés. La stabilité économique, les aides que nous avons, justement, c'est pourquoi j'ai dit extra-budgétaires, justement. C'est pourquoi j'ai dit, je reviens, que moi, je ne vois pas comment on va arriver à 100 milliards. Mais certainement, le gouvernement va s'expliquer. Je pense, peut-être avec beaucoup d'efforts, en serrant les ceintures ici et là, on peut arriver jusqu'à peut-être 50 milliards. Lors de cette dernière... Maintenant, si c'est des recettes extraordinaires qu'on va octroyer pour l'exercice budgétaire 2016-2017, 5000 passeports à des billes. Mais un pays généreux comme l'Arabie Saoudite peut bien mettre 40 millions de dollars dans le budget. Je ne peux pas répondre pour l'Arabie Saoudite personnellement. Lors de la dernière conférence du président de la République, on avait posé la question sur les licenciements des 2000, aussi entre 2000 et 3000 jeunes. 3000 je crois d'ailleurs. Voilà. Et donc il avait dit regretter, mais que c'était un passage obligé. Et il a ensuite rajouté que d'autres mesures du même genre n'étaient pas à exclure. Ensuite, j'ai eu une information qui a confirmé, donc j'utilise le conditionnel, qui dit qu'il se pourrait que la masse salariale de la fonction publique soit à diminuer de 40%. Il compte non, c'est comment on peut arriver à 40%? Non. C'est impossible. Diminuer de 40% la masse salariale c'est impossible. Sauf s'il y a... À moins de renvoyer... Non. Sauf s'il y a des mesures. Moi, je suis la logique du président de la République. Oui, mais comment il va faire, justement? Il nous a un peu averti. Il disait que d'autres mesures n'étaient pas exclures, qui feraient mal. Des mesures comme ça. Il a même parlé de Nivaquine. Amère, mais qu'il fallait passer par là pour guérir le palu. Et ensuite, j'ai eu une information sur laquelle, mais encore une fois, c'est à confirmer, je n'ai pas recoupé, qui dit qu'il faudrait qu'il y ait au moins 40%. Non, mais moi, ce que je voudrais souligner est-ce qu'en faisant cela, bien sûr, tout gouvernement, écoutez, bien sûr, tout gouvernement a la latitude de faire des réformes. Mais quand on va vers des réformes, il faut immédiatement penser à des mesures d'accompagnement. Tout à fait. On ne balance pas les gens dans les trottoirs sans penser à leur quotidien. Ça ne se fait jamais, nulle part. Donc, pour les 3000 jeunes, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, mais on est bien d'accord, monsieur le ministre. Mais vous pensez très bien. À venir d'aujourd'hui et de demain. Il y en a eu 3000, ils sont partis et il ne s'est rien passé. Moi, je ne suis pas là pour demander du grabuge, ma chère amie. Non, autre chose. Non, moi, je ne suis pas là pour demander ça. Mais je dis, ce n'est pas normal. Quand il a fallu penser à leur congédier, il fallait penser aussi à des le recrutement était anormal, monsieur le ministre. C'est bien que le président annonce d'autres mesures pour qu'effectivement on puisse maîtriser la masse salariale. Mais pourquoi aussi maîtriser la masse salariale alors qu'on va avoir 100 milliards? C'est quoi ça encore? Non, parce que non, mais je vais dire la question. Monsieur le ministre, mais on vous reproche également. Attendez, c'est bien d'être. C'est très bien. Je n'ai pas vérifié l'info, donc c'est le conditionnel qui a été utilisé. On va soutenir les mesures qui permettent de réformer le fonctionnement de l'État. Mais bon, aussi, on a vu qu'ils ont augmenté leur salaire en même temps. Tous les gouvernements, monsieur le ministre, tous les gouvernements qui se sont succédés parlent de réformes. Il y en a eu. Mais il y en a eu des réformes. Il y en a même qui ont raté et d'autres qui ont réussi. Mais en parlant de ces 3000 jeunes qu'on a mis à la porte, on peut déplorer le fait que ça soit passé ainsi. Mais on dit aussi que ces 3000 jeunes ont été recrutés sur des bases purement électoraliste et c'est votre gouvernement à vous qui avez opéré ces recrutements fictifs pour la plupart, puisque ces jeunes-là n'occupaient pas des postes réels dans l'administration. C'était des gens qui ne travaillaient pas, c'était des gens qui se trouvaient dans les couloirs à ne rien faire. Mais est-ce que c'est rendre service à ces jeunes en allant les placer à des endroits où ils n'étaient pas productifs? Justement, c'est pourquoi on dit qu'il faut des mesures d'accompagnement. Effectivement, certains ont été recrutés pour des motifs politiques, sûrement. Comme si, attendez, sûrement. C'est sûr. C'est pas un problème. Moi, je dis que ça se fait et c'est pas une question. Ça ne concerne pas tout simplement les Comores. Le code électoral l'interdit expressément. Non. Pour ce qui est
Non, monsieur le ministre. D'accord, pour ce qui est du code électoral, il aurait fallu justement saisir l'autorité judiciaire. Non, là, c'est pas ça ce qu'il aurait fallu faire. Donc, mais justement, s'il y a 3000 jeunes qu'on a recrutés pour des raisons politiques, mais on les a trouvés là, ils ont des salaires, ils ont des postes quoi qu'il en soit, hein, et qu'il fallait les dégager, il fallait aussi penser à des mesures d'accompagnement, parce qu'ils étaient payés. S'ils n'étaient pas payés, ça c'est autre chose. Oui, mais monsieur le ministre... Donc, c'est ça ce que je dis. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas dégrossir la fonction publique, je ne l'ai jamais dit. Et je ne le dirai jamais, je sais. J'ai vu ce qui se passe. Mais monsieur le ministre... Justement, quand on a fait le premier dégraissage, il y a eu des mesures d'accompagnement. En 92 ou 93, bon. Quand on fait des mesures, prend des mesures comme ça, il faut penser à l'aspect humain. Parce que ces gens-là ont des responsabilités, ils percevaient des salaires. Il faut penser à cela. Oui, mais monsieur le ministre, bien que vous ne soyez pas totalement responsable de la gestion passée, étant donné votre bref apparition au gouvernement, j'en conviens, mais il faut dire aussi que ces recrutements ont été faits un peu de façon anarchique parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'état des finances publiques, justement. Donc, s'il y a un gouvernement qui ose, s'il y a un gouvernement, vous me permettez, je termine, s'il y a un gouvernement qui vient, a raison pour dire, voilà, il faut faire les choses, mais de notre côté, c'est vrai qu'il aurait fallu des mesures palliatives, justement pour compenser, mais cela suppose l'existence d'un secteur privé qui est complètement absent, dans la mesure qu'aucun gouvernement n'a encouragé un développement des secteurs publics à des secteurs privés. Par contre, donc le grand pourvoyeur d'emploi, c'est l'État. Donc tout le monde va vers l'État. Donc il est temps peut-être de créer un secteur qui peut être contrebalancé un peu sur cet excès d'effectifs. Aussi du secteur privé, je comprends que il en profite pour tirer sur... mais pas... sur le secteur public, pour dire que le secteur public ne fait rien. Je suis désolé. On a mobilisé beaucoup d'argent, des milliards. Est-ce que vous avez fait pour la formation, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que quand on mobilise, justement, quand on veut créer... Que je termine. Oui. On a mobilisé des milliards. Mais manifestement, le capitaliste comorien, il préfère le capitalisme marchand. Aller acheter du riz, aller acheter... Mais vous avez mobilisé des milliards. Parce que ça ne crée pas d'emploi. Ça ne crée pas d'emploi. Acheter du riz, du basmati, acheter je ne sais pas quoi, de Coca-Cola, ça ne crée pas d'emploi. Mais l'argent est là. Ici, dans ce pays, l'argent est là. L'argent est à la Mecque. Apparemment, ils sont des... Justement, mais pour dire que... Oui, mais ça, c'est aux autorités d'insuffler une politique de crédit. L'argent est à la Mecque, l'argent est à la BIC, l'argent est à Exim Bank, l'argent est à la Banque centrale. À la Banque de développement. Mais... Moi, en tant que jeune, là je parle en tant que jeune qui ne travaille pas, comment je vais avoir un prêt à la BIC? Mais le projet AMI, malgré tous les... Non, mais il faut... avec le projet AMI. Non, attendez, moi je ne veux pas porter un jugement, parce que je sais que j'ai vu des jeunes qui sont allés prendre des prêts là-bas et qui s'en sortent. Moi j'en ai vu. Il y avait beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Mais c'est quoi, là on parle de ces projets, on parle de même pas 100 millions ou 200 millions. Mais l'enjeu du développement aux Comores, même quand vous parlez... Projet AMI, c'est plus d'1 milliard. Oui, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins du pays, justement. Justement. Monsieur le ministre, je pense que pour réformer la société comorienne, il faut réformer notre système bancaire, ça c'est un. Deux, mettre un code d'investissement très attractif et très libéral. Pour le code d'investissement qui est là. Mais ça c'est dans le papier. Mais dans la pratique, vous vous rendez compte le parcours de combattants que font ceux qui veulent ouvrir des entreprises ici. Les entrepreneurs qui élisent les gens qui dirigent la chambre de commerce et tout, c'est pas moi. Changeons de sujet. Il faudrait changer de sujet. Moi, je voulais poser une question. Là, on nous dit j'ai une question qui est super importante. Oui, la dernière alors, parce qu'il faut qu'on aille vers la version comorienne de l'émission. Monsieur le ministre, il y a la question d'actualité concernant justement ce fameux décret qui a dissous la commission anticorruption.
Est-ce que ce n'est pas aussi de votre faute quand vous étiez au pouvoir, quand vous étiez donc au gouvernement, de n'avoir pas permis à cette commission-là, justement, d'aller jusqu'au bout, de travailler? Pas mal de dossiers, pas mal de... très bon papier de madame... ont été faits, Faïza, mais l'appareil a été bloqué. Non. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Non, écoutez, Vous n'avez pas laissé ces gens-là travailler, vous n'avez pas laissé la justice aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, le président a dissous tout simplement parce qu'elle trouvait qu'elle ne foutait rien. C'est pas comme ça. Cette commission ne foutait... Non, je ne justifie pas. C'est criminel ce que vous dites. Non, je ne justifie pas l'illégalité. C'est une question. Le président n'avait pas le droit de faire ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais je vous pose la question, est-ce que la responsabilité n'est pas partagée également avec vous? Partagée comment? Comment il appartient au président justement de faire en sorte que les dossiers envoyés à la justice soient traités. C'est tout. Alors, moi j'aurais une question. Parce que j'ai vu, elle a fait une interview avec un certain Ambroise. Vite la dernière question parce que et brièvement parce que là on est à la fin là. Ouais. Est-ce que monsieur, voilà, ta dernière question à Alors, tout le monde ici dit que la commission anticorruption n'a pas travaillé, que peut-être qu'elle n'a pas eu les moyens. Mais quand on se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu un contrat de 5 milliards donné à une société sans appel d'offres, et que quelques semaines après on dissout cette commission anticorruption, est-ce qu'on est en droit de se poser des questions par rapport à la gestion? Moi je me suis posé cette question. Moi il est vrai, est-ce que la solution a été de dissoudre, enfin on ne parle pas des conditions dans lesquelles ça a été dissous, mais est-ce que la solution avait été de dissoudre la commission anticorruption ou lui donner encore plus de moyens pour faire ça? Là, je suis désolé, enfin ça, il n'y a personne sur cette plateau qui peut répondre à ta question. Je pense que la question, il aurait fallu, oui, mais bien sûr que non, bien sûr que non. Mais bon, il y a, n'est-ce pas, il y a la personne. Mais monsieur le ministre, est-ce que s'il fallait réformer la commission, il y a la procédure législative. Les députés vont se voir bientôt. L'ouverture, c'est le 7 octobre. On aurait pu y mettre en chantier les réformes nécessaires. Et moi, je n'ai pas compris le conseiller juridique du président qui dit que c'est du domaine réglementaire alors qu'il était parmi ceux qui ont rédigé ça. Ce n'est pas honnête. Ce n'est pas honnête. C'est mon ami, je l'aime beaucoup. On a travaillé ensemble, mais là, ce n'est pas honnête. Et en plus, c'est passé. Non. Le projet est passé en conseil des ministres. Il a été approuvé par le conseil des ministres et envoyé. Il a mal conseillé le président. Si c'est lui qui l'a conseillé, il a mal conseillé. Et moi, je dis ici clairement et nettement, je lui dis, c'est un ami. C'est un vrai ami, même un frère. Mais le président devrait le sanctionner si c'est lui qui l'a conseillé. Oui. Alors, on a fini. On clôture un peu la version française de cette émission pour basculer sur celle en comorien. Donc, voilà.